Dans cette période de Noël, permettez-moi de vous conter brièvement l'histoire d'une belle endormie et de son réveil. Il y a fort longtemps, début du XIXe siècle, se lançaient les activités à Paris de notre lauréat. En 1830, Charles, issu d'une famille d'industriels, après un parcours d'apprenti dans le bijou, dépose son poinçon et acquiert des brevets qui vont donner naissance au fameux métal argenté. Très rapidement, cette maison fournit les grands du monde, bien au-delà de nos frontières, et devient un des acteurs majeurs du XXe siècle, accompagnant l'essor de la bourgeoisie et l'évolution de nos modes de vie. Son savoir-faire s'étend des arts de la table, de la décoration, jusqu'aux objets d'art, que nous pouvons d'ailleurs toujours observer au Palais Garnier, mais également à Notre-Dame de la Garde. Ce savoir-faire fera il y aura une importance cruciale pendant le premier conflit, dans la Première Guerre mondiale, avec en particulier la mise en place et le façonnage de masques de reconstruction faciale. Malgré des gammes qui s'étoffent, la maison entre dans le XXIe siècle où l'art de la table et l'art de vivre à la française ne font plus recette. Le système des valeurs traditionnelles est boudé et la maison glisse progressivement dans le sommeil et dans des problématiques financières. En 2012, le groupe de luxe Chaloub, concessionnaire historique de la marque au Moyen-Orient, fait son acquisition. Amoureux du savoir-faire ancestral et du Made in France, ce groupe, qui doit une partie de son développement à cette maison, décide de devenir acteur. La maison se cherche, traverse des crises sévères, enchaîne des plans d'économie, mais ne renoue pas avec le succès d'antan. Le moteur est en panne. La nomination d'une nouvelle directrice générale, en 2021, dans un contexte social très dégradé, projette cette maison dans une nouvelle ère, lance le rebond et donne de nouvelles perspectives, pariant sur une méthode en rupture avec le passé. 15 ans dans de grandes maisons de mode, enrichies d'un vrai ADN retail, cette dirigeante pleine de conviction et de détermination va réveiller cette belle endormie en faisant le pari du luxe autour de 3 ingrédients essentiels. Le pouvoir de la marque et son exposition pour recréer le désir, le capital humain et le savoir-faire ancestral. Pour incarner ces nouvelles priorités, bien entendu, l'organisation est challengée, le CODIR est renouvelé, un nouveau DRH issu du groupe rejoint l'équipe et forme un duo de reconquête depuis 2 ans, avec l'ambition de repositionner la maison au bon niveau et de redonner confiance aux salariés qu'ils n'ont de cesse de mettre en lumière. Cette stratégie développe en particulier et en parallèle un retour aux racines importantes et aux basiques qui ont fait la marque, son image, son outil de production, son savoir-faire, et en même temps un engagement dans le futur, en cassant certains codes, ciblant une population beaucoup plus jeune avec audace. Pour illustrer et servir ces orientations, on pourra noter en particulier de lourds investissements dans l'outil de production, la création d'une école de formation dont vous êtes très fiers et qui permet de préserver et de transmettre les savoir-faire ancestraux, un nouveau design rétro-futuriste de l'ensemble de ces boutiques prestigieuses, enfin un engagement en faveur de l'économie circulaire avec le lancement d'une plateforme de reprise des anciennes collections. Et oui, le vrai luxe se répare. Enfin, sur un autre registre, mais tout à fait différent, et première maison de luxe à le faire, l'entrée dans le métaverse avec la création d'un certain nombre de NFT, une collection de NFT. Cette stratégie est payante et sert une forte ambition de croissance profitable à l'échelle mondiale. Le groupe a doublé son chiffre d'affaires ces 3 dernières années et son ambition est d'ici 2030 de réaliser la même trajectoire. Je suis très fier de récompenser une entreprise, une équipe, une dirigeante qui ont pensé, dessiné et mené cette stratégie de rebond en pariant sur le luxe et qui ont contribué à réveiller cette belle endormie. Merci d'accueillir avec moi une dirigeante remarquable et remarquée, nommée en 2023 parmi les 40 personnalités féminines du magazine Forbes, chevalier de l'Ordre national du mérite, Madame Émilie Viargues-Medj, présidente directrice générale de Christofle. Quand on lui demande pourquoi elle a été recrutée, elle ne parle pas de diplôme, elle ne parle pas de curriculum vitae, elle dit simplement, Émilie,
j'ai été choisi pour mon énergie. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, bravo. Et puis, quand vous dites, c'est pas moi, c'est eux. Eux, c'est donc votre comité de direction ou comité COMEX, je ne sais pas comment vous l'appelez vous. Ils étaient là quand vous êtes arrivés ou vous avez beaucoup choisi à votre tour des gens pour leur énergie? J'en ai gardé un. Il est là, d'accord. Donc il y avait un petit sujet quand même dans cette entreprise. Vous dites d'ailleurs, moi j'ai changé une dynamique de croissance moribonde et j'ai insufflé la croyance qu'on pouvait se redresser. C'est des mots où c'est en fait, ça se fait par de nouveaux produits, par de nouveaux discours, par de nouvelles campagnes? Alors, d'abord, merci beaucoup pour la question. Je voudrais remercier Monsieur Soubi parce que je trouve que vous avez extrêmement bien parlé de la maison. Je l'aurais pas fait aussi bien. Vous avez réussi à m'émouvoir alors que normalement je connais mon sujet. Donc c'était bien de réentendre l'histoire de quelqu'un d'autre en fait. À force de la répéter, moi, je l'ai peut-être un peu aussi besoin de la réentendre. Donc je vous remercie pour vos mots qui étaient très justes. Pour répondre à votre question, je pense qu'il y avait des très bonnes personnes avant que j'arrive. C'est certainement pas parce que les personnes que moi j'ai choisies sont meilleures, c'est juste que c'est celles avec lesquelles moi je me sens capable de travailler. Donc je ne suis personne pour juger de la qualité des personnes qui étaient là avant moi. Je pense que, en revanche, ce qui est très important, c'est en effet une énergie. Et donc il faut que les gens croient dans votre projet ou dans votre vision. Et pour qu'ils croient à votre projet et à votre vision, il faut aussi sentir qu'ils sont avec vous. Et ça passe par l'énergie, c'est certain, mais ça passe aussi dans le fait qu'ils croient dans cette vision, mais moi j'ai aussi besoin de croire en eux. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je pense que cette maison mérite d'être connue. Je pense que cette maison mérite, elle a, comme vous l'avez très bien dit, elle a traversé 2 guerres. C'est une maison extraordinaire qui date de 1830, mais au-delà de ça, c'est surtout une manufacture qui a été maintenue en France. C'est aussi 300 artisans en Normandie. Et c'est une maison industrielle. Alors c'est sûr qu'à côté de tous les chiffres d'affaires extraordinaires des personnes qui ont eu les prix avant nous, on est tout petit. Mais on fait la superbe et le rayonnement international de la France. Et même si on n'a pas les chiffres d'affaires des autres entreprises, ce qu'on a pour nous, c'est l'internationalisation de la France depuis toujours, depuis Napoléon III et depuis Eugénie Bonaparte. On est connu par la France pour 2 choses, principalement le luxe, les luxes français, mais aussi les arts de la table, l'art de recevoir. La France a ça dans son ADN et Christophe est intrinsèquement, depuis toujours, la représentation de tout ça. Et donc c'est essentiel qu'une maison comme celle-ci vive. Et donc il est important de la rajeunir. Vous dites effectivement que c'est un petit chiffre d'affaires, mais que vous avez bien développé puisque vous êtes arrivé, ça vivotait à 60 millions, c'est passé à 100 maintenant. Mais pourtant, on a l'impression que Christophe est connu de tout le monde. Enfin, on a tous, on n'a pas tous eu ménagère Christophe, mais on a tous eu envie d'acheter une timbale, d'acheter un plat Christophe. Il y a une désirabilité en fait avec ce nom-là. Je parle comme Bernard Arnault, c'est lui qui évoque le mot désirabilité. Vous l'utilisez aussi. Est-ce qu'effectivement cette désirabilité n'avait pas été suffisamment exprimée? Je pense qu'en fait, elle était restée désirable pour les générations qui la connaissaient. Elle ne l'était plus pour les nouvelles générations. Et j'ai 40 ans dans 2 mois, j'aurai 40 ans dans 2 mois. Je n'ai pas rêvé d'avoir du Christophe à mon mariage. J'ai rêvé d'un voyage, j'ai rêvé de... Voilà. Donc, je ne pense pas que la maison était restée désirable. Et je pense qu'elle est en train de le redevenir. Et j'en suis très heureuse. Oui, la désirabilité avait besoin de revenir. Pas de la manière dont on l'imagine, parce que la maison Christophe restera, je pense, justement pour les cadeaux de naissance ou voilà, pour des listes de mariage, quelque chose d'assez automatique. Mais en revanche, elle était totalement
des aimés d'une génération de 15-25 ans qui allaient désirer, vous avez cité Monsieur Arnaud, des marques plutôt de son groupe à lui, de mode ou d'accessoires de luxe. Et ce que je pense qui est très important, c'est de ne pas oublier la pyramide d'accessibilité du luxe. Parce qu'en fait, le luxe, c'est avant tout un marché comme un autre. Il y a un moment où on y accède, comme dans l'alimentaire, le lait, les yaourts, etc. C'est pareil, ça reste du marketing. Donc, en fait, la désirabilité, chez Christophe, c'est particulier parce qu'un produit Christophe, on nous l'offre souvent avant de le désirer. Si vous réfléchissez dans l'automatisme, on va vous offrir une timbale, on va vous offrir peut-être des couverts pour votre mariage, etc. Mais ce n'est pas un produit que vous allez désirer en vous disant « Ah tiens, j'ai très très envie d'aller chez Christophe samedi pour me faire plaisir ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, comment on va pouvoir redonner cette désirabilité, faire rentrer les nouvelles générations? Il faut leur parler avec ce qu'ils connaissent. On a parlé des NFT, Lionel parlait des NFT tout à l'heure, c'est un très bon exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il faut que notre marque redevienne une marque de mode dans le sens must-have du terme. Comme quelque chose que l'on doit avoir, et surtout quand on est français. Alors, quand vous parlez de votre CODIR, vous dites au sein de notre CODIR, c'est la démocratie totale et absolue. Et en même temps, 2 lignes plus tard, vous dites, mais j'ai une manière de gérer très matriarcale. Ça va bien ensemble, la démocratie totale et absolue et Je devais être fatiguée ce jour-là, ça arrive souvent en ce moment. D'abord, j'ai la chance d'avoir été globalement très heureuse dans tous les jobs que j'ai eus jusqu'ici. Donc, j'ai beaucoup souffert dans ma carrière très courte, dans mes expériences, de la non-reconnaissance de mon travail. Parce que je travaillais énormément et le manque de considération du management en général en France, qui est souvent lié à la technique de l'éducation française, pardon, mais en fait c'est la continuité de l'éducation française, du manque de valorisation de l'humain. Je me suis juré que jamais je serai cette manager qui ne sera pas capable de dire à son équipe « tu es meilleur que moi, explique-moi ce que tu penses qu'il faut qu'on fasse et convainc-moi que c'est ça qu'on doit faire et on le fera ensemble ». Mais je n'ai recruté que des personnes, et c'est pour ça que c'était important qu'ils soient avec moi sur la photo, je vous le confirme, qui sont meilleurs que moi dans chacun de leurs sujets, avec des experts et des gens qui savent mieux que moi quelles décisions prendre. C'est une évidence. Donc matriarcale, oui, parce que je les protège vis-à-vis de mon actionnaire, je les entoure, voilà. Maintenant, c'est la démocratie, oui, parce que c'est eux qui décident. Augustin, tu as du Christophe chez toi? Alors, petite anecdote quand même, Augustin. Est-ce qu'on va le dire devant tout le monde? Vous allez me l'apprendre. Alors, je viens d'apprendre à Monsieur de Romanet que son fils Pierre, qui travaille pour le CIRI, a fait partie de l'équipe qui a permis à Christophe, après le Covid, d'obtenir un prêt de l'État, prêt CIRI. Et donc Pierre de Romanet a participé à la reconstruction de Christophe. Et nous lui devons beaucoup. Il a été remplacé récemment par Monsieur Braque, qui s'occupe de nous également. Et voilà, c'était une anecdote, voilà, mais ça s'appelle un alignement de planètes. Écoutez, merci beaucoup. À vrai dire, comme au CIRI ne parlait strictement jamais de ces dossiers, c'était secret atomique, donc je suis ravi de l'apprendre. C'est absolument pas confidentiel. Et je lui ferai le message. Alors, je vais tirer le fil de ce que vous disiez à Vincent Beaufils tout de suite, parce qu'effectivement, votre redressement est exceptionnel. Vous avez dit que vous l'aviez fondé sur votre COMEX, sur 10 membres du COMEX que vous avez recrutés. Alors, dites-nous votre secret. C'est-à-dire, dites-nous comment, quand vous allez recruter quelqu'un, vous y prenez pour finalement pas avoir tant d'échecs que ça. Parce qu'en très peu d'années, vous avez formé une Dream Team. Moi, je dois confesser qu'à ADP, il m'a fallu beaucoup d'années. Et donc, vous avez été très vite, très efficace. Comment? Alors, je pense qu'il y a 3... C'est une très bonne question, et comme elle est très intelligente, je vais essayer d'être au niveau. Je pense qu'il y a 3 réponses, il y a 3 éléments clés. La première, c'est comme tout dans la vie, hein. C'est comme quand on vous demande « mais comment vous avez fait pour arriver là ?» En fait, il faut beaucoup de travail, la base, de la chance et les bonnes rencontres au bon moment. Voilà, c'est les 3 trucs, pour moi en tout cas, qui ont été essentiels. Pour répondre à votre question, pour le bon CODIR en tout cas, ou la Dream Team, je pense qu'il y a 3 éléments principaux. Il y a un, et c'est essentiel, c'est le binôme DRH-présidence. C'est-à-dire il faut trouver
la bonne personne. Moi, c'est évidemment Iyad, qui a passé 10 ans dans le groupe Chaloub et pour lequel on s'est reconnus. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés au sein d'un séminaire du groupe Chaloub. Il vivait à Dubaï depuis 15 ans. Il est libanais d'origine. Il parlait très bien français, mais avec un accent libanais, ce qui n'est pas évident pour aller parler dans une manufacture à Rouen, je peux vous dire. On a eu des démarrages pas simples, avec peu de connaissances du droit du travail, donc un courage de la part d'Iyad, un courage, parce que le droit du travail français et le code du travail français, quand on prend la direction des ressources humaines d'une maison industrielle en Normandie dans le 76, je peux vous dire qu'il faut quand même être courageux quand on a passé 15 ans à Dubaï et que donc les lois du travail ne sont pas les mêmes. Donc bravo à toi, parce que c'est aussi pour toi qu'on est là ce soir, pour les RH et pour féliciter les RH. Donc c'est d'abord la première chose, le binôme RH-présidence, une confiance absolue et surtout aimer les mêmes talents et avoir envie des mêmes personnes dans ce comité de direction, et on a eu cet alignement total. La deuxième chose, et c'est très important, il faut des éléments de personnes que vous avez connues dans votre carrière avant, qui vous suivent. Parce que ces éléments-là, qui sont des gens avec lesquels vous avez déjà travaillé, donc Marie Bossier et Laure Maître, qui sont les deux jeunes femmes que vous voyez au deuxième rang, qui m'ont suivie, qui étaient au printemps avec moi, le fait du coup qu'elles soient là et qu'elles me suivent donne confiance aux autres. Ok, donc si les deux sont là, c'est qu'elle n'est pas complètement barrée, on va peut-être réussir à faire quelque chose, etc. Et le troisième élément, c'est ensuite, évidemment, recruter les talents experts qui nous manquaient, et c'est là que vous avez tout le reste. Et je pense que du coup, quand on a la confiance de gens qui vous suivent, la dynamique du binôme RH, plus les talents qui manquaient à la construction des expertises qui vous manquent à vous, en tant que présidente, il faut les personnes qui manquent de vos compétences, alors je pense que ça peut fonctionner. Bravo en tout cas, Émilie Viard-Mochi.